Et coucou YouTube, bienvenue à Nice au Côte d'Azur pour ce tuto complet sur la manière dont on allume, dont on démarre et dont on opère un ATR 72. Je sais que vous êtes un certain nombre à l'avoir attendu avec impatience cette vidéo. Et bien la voici. Euh, comme je l'avais annoncé, elle a été réalisée avec l'aide de pilotes IRL et notamment Flying Fred que je salue et que je remercie très vivement et très chaleureusement pour son aide, sa supervision, ses conseils, ses avis, ses retours d'expérience, que vous pouvez solliciter vous-même aussi en rejoignant le serveur de la chaîne. Vous avez le lien en description de la vidéo. Flying Fred, donc le Fred volant, pilote d'ATR devant l'éternel, qui est membre du serveur et qui se fera une joie de vous répondre si vous le sollicitez pour toute question liée à l'ATR ou à la navigation aérienne en règle générale ou voilà pour des partages d'expériences, des questions, des soucis, n'importe. Comme le reste de la communauté présente sur le Discord d'ailleurs. Voilà, trêve de blabla. Non, juste encore, petit point très important qu'il est très important de souligner. Donc je précise que ce que vous allez voir, ce n'est pas la manière dont il faut impérativement allumer et démarrer un ATR, c'est ma manière de démarrer et d'allumer un ATR en mixant à la fois ma documentation personnelle, les choses que j'aime bien faire, tout simplement, et les conseils de Flying Fred. Donc voilà, libre à vous de vous en inspirer comme vous le souhaitez. Euh, voilà, ce n'est probablement qu'une manière de faire parmi d'autres, mais je pense qu'elle est assez exhaustive et qu'elle est relativement réaliste. On commence tout de suite par faire un petit tour extérieur de l'appareil, si déjà on est là. Donc c'est à peu près ici, d'ailleurs ça se voit à FS Traffic, que sont, sont stationnés les ATR de Air Corsica. Air Corsica, donc une magnifique livrée que vous pouvez trouver sur flightsim.to et qui a été réalisé par l'utilisateur Novembre Charlie ou Charlie Novembre, je ne sais plus. Il me semble. Si je me trompe, j'en suis désolé. Je vous dis, c'est de tête. Donc j'espère que c'est lui. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, quel que soit l'auteur, c'est une livrée qui est vraiment superbe, très très bien réalisée, très très fidèle. Et donc aujourd'hui, nous allons faire cette première partie puisqu'on va pas tout faire en une fois, hein, ça va être comme la 320, comme la vidéo tuto complète de la 320. Cette première partie sera consacrée exclusivement à l'allumage et au démarrage, donc de l'allumage au seuil de piste en fait. Et la seconde partie, nous allons opérer ce vol donc opéré IRL par la compagnie Air Corsica qui relie Nice aux Côtes d'Azur à Calvi en Corse. Donc c'est un vol assez court, mais avec une approche qui va être ô combien extrêmement challengeante. Voilà, donc le tour extérieur c'est fait, on peut se nicher à l'intérieur de la carlingue et vérifier que tout va bien à l'intérieur aussi, que personne n'a rien oublié, que tout est en bon état. Voilà. Bon, il me remet directement dans le cockpit, donc bien évidemment, il aurait fallu qu'on ouvre les portes pour pouvoir entrer dans le cockpit. Donc on en était, allez, on en était à peu près là, donc on voit, hein, voilà, donc la cabine est en excellent état, il n'y a rien d'étrange, rien de particulier à signaler, donc on vient dans cette partie-là réserver donc au chargement-déchargement des bagages. On peut fermer la porte d'accès cabine et la première chose que je vous recommande de faire lorsque vous entrez dans le cockpit, eh bien, c'est de regarder déjà sur votre gauche puisque vous avez euh, un équipement, un masque oxygène pour l'observateur éventuel. Alors normalement, on vérifie le flot d'oxygène dans un premier temps, donc en appuyant ici, ici, en touchant un petit peu tous les boutons, mais malheureusement, ce panneau-là, oxygène pour l'observateur, n'est que là pour faire joli, il n'est absolument pas fonctionnel. Mais normalement, c'est ce qu'on vérifie déjà en premier. Ensuite, si vous regardez sur votre droite, mesdames et messieurs, vous avez un compartiment dans lequel normalement est contenue une corde
une corde d'évacuation d'urgence. C'est d'ailleurs marqué Emergency Escape Rope. Rope, c'est corde. C'est en fait une corde que vous pouvez prendre en pétant la vitre et en la passant par-dessus cette trappe d'évacuation d'urgence. Mais pareil, cette corde n'est pas matérialisée, mais normalement vous êtes censé quand même vérifier qu'elle soit bien présente. Ensuite, on va continuer avec les petites vérifications de merde que vous ne ferez jamais, que je ne ferai jamais non plus. C'est vérifier la présence de l'extincteur et de la hache de sécurité qui, eux, sont bien représentés, même si vous regardez au niveau de l'extincteur, bon, il vous servirait pas à grand chose s'il était dans cet état IRL. Voilà, normalement la petite aiguille doit être dans le vert, c'est un indicateur de pression. Là, voilà, il est totalement obsolète cet extincteur. Ce que vous faites dans ce cockpit, comme vous êtes censé le faire dans n'importe quel cockpit dans lequel vous pénétrez, vous vérifiez si l'équipage précédent n'a rien oublié ou s'il n'y a rien de suspect qui aurait été laissé intentionnellement ou pas dans le cockpit, des éléments suspects ou potentiellement gênants. Vous vérifiez aussi que la trappe des manettes manuelles de sortie de train est bien présente et que les manettes sont bien rentrées, que la trappe est bien scellée, mais cette trappe, malheureusement, n'est pas représentée dans ce modèle d'ATR, en tout cas pour le moment. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va pouvoir s'installer. Enfin, avant de vous installer, vous allez checker cette fois le flux d'oxygène, donc côté officier pilote de ligne et commandant de bord. Donc, trois boutons. Attends, on va enlever le micro. Voilà, trois boutons à vérifier. Le premier, c'est celui-ci. Donc normalement, quand vous appuyez dessus, il y a une croix qui va apparaître et qui devrait disparaître, mais vous êtes censé maintenir le bouton appuyé. Or, malheureusement, si dans cette version-là, si on maintient appuyé, on a effectivement cette croix qui apparaît, mais tant que vous ne relâchez pas, en fait, voilà, elle ne disparaît pas. Donc, c'est pas tout à fait réaliste, mais ça a le mérite d'être fonctionnel et interactif. Pareil, alors ici, normalement, vous pressez pour voir si ça marche. Et normalement, il devrait y avoir une croix qui s'affiche aussi. Pareil ici, vous pouvez normalement gérer le flux d'oxygène et vous avez donc normalement le flux d'oxygène que vous pouvez percevoir et entendre. Mais pareil, c'est pas représenté, mais au moins les boutons sont fonctionnels, ce qui est une super chose. Donc vous vérifiez ça à droite, vous vérifiez ça à gauche. Pareil, hein, on vérifie en haut, en bas, le sélecteur, on ouvre le flux d'oxygène, que dalle, on presse. Ok, donc les flux d'oxygène, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur, comme on dit, et allumer la batterie, donc qui se trouve ici. Vous avez le panneau principal électrique, donc Main Electrical ou Electric Power. Batterie sur On. On voit que les MFC se mettent en autotest. Voilà, donc 1A, 2A, 1B, 2B, les uns après les autres. Une fois qu'il a fini, vous avez vos premiers éléments qui s'affichent. On a sur nos MFD le système en autotest également. Donc on attend qu'il ait fini en fait son processus d'autotest pour brancher le Ground Power Unit. Sinon ça le perturbe en fait dans son processus de vérification et d'autotest. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est vérifier sur le panneau électrique analogique ici qu'on est alimenté en électricité. Donc là on est sur Battery Emergency, on va se mettre sur Battery Main. On voit qu'on a un petit peu de courant, pas énormément. Donc il va falloir, voilà, il a fini, donc il va falloir se brancher sur une source d'alimentation électrique externe qui est disponible ici puisqu'on voit External Power. Le bouton est éclairé en vert, Available, donc disponible. Et effectivement ici j'ai bien connecté un groupe électrogène pour être alimenté en électricité par une source externe. Donc on y va, On. Là, donc nos trois écrans suivants se mettent en autotest aussi. On va attendre qu'ils aient fini. Et en attendant, on peut checker donc ici. On va passer non plus en Battery Main, mais en External Power, tout à gauche.
Voilà, et là on voit qu'on a beaucoup plus de courant, on est largement alimenté en électricité. Donc c'est parfait. Je vais attendre qu'il ait terminé son autotest. Ça dure que quelques secondes, c'est vraiment pas long. C'est pas un souci. Parfait. Je vérifie donc avec la page système ici. Donc ça c'est l'hydraulique, ça c'est le fuel, ça c'est le bleed, voilà. Donc là on est sur le système électrique et on voit bien que depuis la source d'alimentation électrique externe, l'intégralité de nos circuits est alimentée en électricité. Donc c'est parfait. En gros on a fait un double check, hein, le système électrique ici sur le MFD et l'alimentation électrique analogique sur le panneau de gauche. Étant donné qu'on est bien alimenté en électricité et qu'on va pouvoir opérer l'avion, on allume les feux de navigation. Donc feu de navigation. Ouh, c'est horrible. On recommence? Ah mon dieu. Juste pourquoi? Voilà. Oh là là. Oh, il m'a jamais fait ça. C'est affreux. Donc feu de navigation. On voit bien qu'ils sont opérants. Hein. Donc rouge à bâbord et vert à tribord. Petite question à 1000 points. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que en fait les feux de navigation sont rouges à bâbord et verts à tribord? Ah ah. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça fonctionne comme des feux de circulation. C'est-à-dire que on considère sur un tarmac que la priorité, c'est comme sur la route, en l'absence de panneaux de circulation, la priorité est à droite. Donc, en fait, lorsque vous arrivez, par exemple, de la caméra, et que vous voyez mon ATR qui vient comme ça, vous rencontrez la lumière rouge. La lumière rouge, en fait, qui est rouge pour vous dire stop, c'est l'ATR qui est prioritaire. Alors que si vous venez de la droite, vous êtes prioritaire, vous croisez mon ATR qui arrive, vous croisez sa lumière verte côté tribord qui vous dit allez-y, vous êtes prioritaire, c'est mon ATR qui va vous céder la place. Bien évidemment tout ça sur un terrain non contrôlé puisque avec un contrôleur au sol, vous êtes guidé, c'est lui qui dit à tel ou tel appareil d'avancer, de stopper son roulage, de reprendre, etc. Mais en cas de mauvaise visibilité, de fort brouillard par exemple, et d'absence de contrôleur au sol, si vous êtes en VFR, enfin voilà, qu'importe, c'est la raison pour laquelle en fait les lumières sont rouges et vertes sur les ailes des avions. Petite parenthèse fermée, ça fait longtemps que je voulais le placer, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Donc, feu de navigation, c'est fait. Maintenant, on va procéder à la vérification de nos 4 panneaux, donc de haut en bas, à gauche, centre droit et à droite. Donc on commence par le test de détection, faute et incendie moteur numéro 1. Je vais reprendre ici pour faire un double check sur mon MFD. Hop. Donc d'abord script test. Ok, donc c'est bien fonctionnel. Faute test. Et donc on a bien une alerte sonore et visuelle avec un défaut dans la boucle 1B et 1A. Et enfin test détection incendie, moteur numéro 1. Parfait. Ensuite, ça c'est bon. On descend. Ici, on n'a pas de faute, on n'a pas de dysfonctionnement. Donc c'est parfait. On peut continuer. Ici, les portes. Donc effectivement, la porte cargo est ouverte. On fait un petit test. On voit que l'alerte est fonctionnelle. Donc c'est normal hein, que la porte cargo soit ouverte à ce stade-là. On peut continuer. Le panneau du fuel. Alors là, on va tester nos pompes. On va tester nos 3 boutons, c'est-à-dire pompe numéro 1, pompe numéro 2 et le crossfeed. Crossfeed qui permet donc le passage du liquide de fuel vers les moteurs 1 et 2, même s'il n'y a qu'une pompe d'allumée. Donc, on va allumer la pompe numéro 1, on la met sur Run, on voit que l'alerte de basse pression carburant à gauche s'éteint, c'est normal. Si on active le crossfeed, donc le flux de carburant passe, même s'il n'y a qu'une pompe au moteur numéro 1,
passe vers le moteur numéro 2 et on a l'alerte de basse pression du moteur numéro 2 qui s'éteint aussi. C'est logique. Si on réactive, enfin, si on désactive le crossfeed, on a de nouveau une alerte de basse pression, c'est normal. Si on active la pompe numéro 2, ça fait la même chose. Si on désactive la pompe numéro 1 et qu'on réactive le crossfeed, ça marche bien dans les deux sens. Donc on a vérifié nos trois boutons. Et on va laisser les pompes sur Run à ce stade. Petite précision, ces pompes carburant en fait ne sont pas les pompes carburant principales de l'avion. Ce ne sont que des pompes de démarrage ou de secours. Puisque les pompes principales en fait sont totalement transparentes dans cet appareil. Et vous verrez que quand les moteurs seront démarrés, en fait, ce sera éteint. Donc si vous avez en fait au cours de votre vol un de ces deux boutons qui est sur Run ou sur Off, ça veut dire que vos pompes principales sont HS et que vous avez un gros souci. Donc que ce soit allumé à ce stade-là, c'est normal, mais à vérifier que ça ne s'allume pas plus tard, quoi. Ensuite, les calls, on va les essayer. Donc appel cabine, appel pardon mécano, ok, reset. Tout ce qui est lumière, cabine, là, il n'y a pas besoin, hein, vu la luminosité qu'on se tape. Il n'y a pas de souci. Les essuie-glaces ici sont bien sûr off, donc pas de problème. On revient ici. Alors, on teste le voice recorder, donc l'enregistreur vocal. Normalement, pour le tester, il faudrait qu'on aille en bas et qu'on active le ground control ici. Sauf que quand j'appuie, malheureusement, c'est pas fonctionnel. Donc c'est pas une fonctionnalité qui est opérante pour l'instant à ce stade de développement de l'appareil. Une fois que vous êtes en ground control, vous appuyez sur test et normalement au bout de 5 secondes vous devriez voir l'aiguille aller dans le vert et revenir dans le rouge. Mais malheureusement on ne le verra pas. Donc bon, tant pis, ce sera pour plus tard j'espère. Panneau électrique principal qu'on a déjà vu avant, donc on vérifie... Pardon. On vérifie... Ah la vache, depuis qu'il a été mis à jour, en termes de ressources, il est beaucoup moins optimisé. J'espère que ce sera réglé parce que c'est un petit peu chiant. Donc, panneau électrique principal, on voit qu'il n'y a pas de faute. Pareil, si jamais il y a des faults qui sont enclenchées ou des lumières off, c'est pas normal. Il est comme il devrait l'être. Il faudrait juste activer les générateurs ici, donc DC Gen 1 et DC Gen 2. C'est sur fault, c'est normal à ce stade-là. Puisque là, pour l'instant, on n'est que sur alimentation électrique externe. Il n'y a pas de générateur, en fait, que nous utilisons, enfin des générateurs propres à l'avion qui fournissent l'appareil en électricité. Le panneau de démarrage moteur, donc, il est censé effectivement être sur off. C'est le cas. Même si on ne voit pas bien en fait où il est le cul, où elle est la tête, mais voilà, c'est la position normale et les indications normales. Le prop brake, il doit être ready. S'il n'est pas ready, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de pression hydraulique pour que ce prop brake fonctionne. C'est quoi le prop brake? C'est le... Putain, mais vraiment en termes de graphique, ça chie. Bon. Le prop brake, donc, c'est ce qui permet en fait de bloquer l'hélice du moteur numéro 2. Donc prop pour propeller, les hélices, brake, frein. Donc le frein de l'hélice du moteur numéro 2 qui va servir donc à la bloquer pour qu'on puisse se servir du moteur numéro 2 comme APU ou Auxiliary Power Unit sans que l'hélice tourne. Donc là c'est ready, c'est très bien. Et donc si là il n'y a rien affiché, c'est qu'il n'y a pas assez de pression hydraulique et dans ce cas vous pouvez en remettre ici, Hydraulic Auxiliary Pump, vous pressez ce bouton et ça envoie un coup de pression hydraulique qui va bien. Il y a marqué Ground Control Only, donc on est en Ground Control, c'est parfait, donc vous pouvez l'opérer. Là normalement, si vous n'aviez pas d'indication Ready, maintenant vous l'avez. Donc on le met sur On et là on a l'indication Prop Brake. Ça veut dire que le frein de l'hélice est opérant. Les lumières extérieures, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Panneau suivant. Donc ça, on ne bouge pas, c'est normal. C'est les bonnes positions aussi. Le panneau hydraulique juste en dessous,
on active les pompes hydrauliques. On a des alertes de basse pression, c'est normal, forcément, mais on les allume quand même. Ici, pareil, les générateurs AC, on les allume, donc numéro 1, numéro 2, ils sont en faute, c'est normal. Ici, les probes heating et les windshield heating, on les laisse éteints pour le moment, il n'y a aucune raison de les allumer avant d'allumer le moteur numéro 1. Donc pour l'instant, ils sont sur off. Les systèmes de réchauffe et de dégivrage, donc anti-icing et de-icing, vu les conditions météo, on va les laisser off, puisque à l'heure actuelle, sur Nice aux Côtes d'Azur, il fait quoi? Il fait 17 degrés, la visibilité est excellente, il n'y a pas de précipitation, 1013 hectopascales, donc, enfin voilà. Il n'y a vraiment aucune raison de se foutre de la réchauffe ou du dégivrage. Si néanmoins les conditions étaient beaucoup plus mauvaises, vous pourriez les allumer. Donc là, par exemple, si la température est inférieure à 10 degrés Celsius, ici, donc les hélices numéro 1 et 2, ils sont en faute, c'est normal hein, pour l'instant. Les gouvernes de direction et les vitres sur le côté. Mode auto, donc soit c'est en faute, soit on passe en manuel. Et là, système de dégivrage, donc en cas de givre, donc pour les moteurs par exemple, voilà. Bon, mais comme dit, pour l'instant là, franchement, vu les conditions, vraiment pas besoin. On va armer les lumières d'évacuation d'urgence en cabine et les indications, donc attachez vos ceintures et no device. Donc ils ont remplacé enfin les interdictions de fumer par no device, donc pas d'appareil électrique genre tablette, téléphone, ordinateur. Dernier panneau, c'est pareil, hein, on va faire le petit test qui va bien. Je vais acquitter les alarmes, donc c'est toutes les basses pressions des pompes qu'on a activées, c'est normal d'avoir ces alarmes là. Donc squib test ici, et je ne serai pas sur le bon MFD, autant pour jeu là, voilà. Donc fault test, pareil hein, comme le moteur numéro 1, donc boucle, faute de A, 2B, c'est bien détecté, et incendie moteur, c'est parfait. Pareil, test incendie en soute. Alors, petite précision, si vous décidez de réaliser le test de détection incendie en soute, vous allez avoir ici l'exhaust mode, là vous voyez il n'y a pas de faute. Qui va bugger. Donc, on fait le test. Alors, on a bien l'alerte. On va quand même vérifier sur le MFD. Là. Voilà, donc fumée à l'avant, à l'arrière, circuit électrique. Parfait. Et donc là, en fait, le fait d'avoir fait ce test, vous devez réinitialiser l'exhaust mode en pressant ce bouton-là. C'est pas un bug, hein, enfin je dis il bug, c'était pas le bon terme, c'est normal, c'est la procédure normale. Oxygène, donc on va alimenter l'oxygène dans l'avion, mais ne surtout pas activer l'alimentation de l'oxygène auprès des passagers. Avionic vents, donc pas de faute, ça c'est bon. Et le panneau de ventilation, pas de faute, 16 degrés à l'intérieur de la cabine, c'est pas déconnant. Les bleeds sont sur on à l'heure actuelle. Alors ça c'est au choix, hein. Soit vous pouvez choisir de le démarrer sur off, donc avec ici ces boutons là sur off, c'est pas un souci, sinon c'est comme les pompes hydrauliques ou les pompes fuel ou électriques. Pour l'instant, si vous décidez de démarrer l'appareil avec les engine bleed et les pack valves sur on, ils seront en faute, mais c'est tout à fait normal. C'est voilà, c'est comme vous voulez. Test lumière, donc on va le mettre sur test, et là on vérifie que l'intégralité de nos lumières sont fonctionnelles. Voilà, si jamais on a une petite ampoule qui est grillée, on le signale et elle sera changée. Et ça a l'air de fonctionner nickel. Donc on revient sur Bright, et enfin les essuie-glaces, donc côté droit, qui sont sur off. À ce stade-là, donc nos détections incendie ont marché pour la soute, moteur numéro 1, moteur numéro 2. Donc ce que je fais, c'est que je demande le ravitaillement en carburant à ce stade.
Et donc ravitaillement en carburant. Alors pour faire notre Nice-Calvi, on est censé avoir un bloc fuel. Bah, attendez, je vais juste changer d'aéroport alternatif. Il m'a mis Bastia. On va mettre Ajaccio, ça me semble plus logique. Voilà. Ok, donc on va générer le vol. Et donc en bloc fuel, on est censé avoir 1539 kg. Donc 1539. Là, si je regarde ici, on va se mettre sur la page du fuel. Voilà. Ici, on voit qu'on est à 2500 kg, hein, 1250 à gauche et 1250 à droite. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ma mémoire d'huître, 1539. Alors, on va faire 1539 divisé par 2. On est censé avoir du 770 kg à gauche et à droite. Donc, par rapport au refuel, on va chercher les 770 kg à gauche et à droite. 720, 760. Oh, regardez ça, si c'est pas parfait! 770 kg à gauche, à droite, c'est parfait. Donc, bon, évidemment, ça se fait pas comme ça. Hein. Là, on attend que les camions de ravitaillement aient terminé leur petite affaire. Et puis voilà. En attendant, on va partir côté officier pilote de ligne. Et puis, on va tester les commandes qui sont à notre disposition. Donc, déjà, tester l'affichage, donc ici display PFD, EWD, MFD. PFD, EWD, MFD, c'est parfait, donc ça fonctionne. On va rester comme ça. Je sais pas les termes en français. Le passage des commandes, on va dire de gauche à droite, c'est juste ici pour faire joli. Pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Si jamais il y a une perte de commande à gauche ou à droite et que l'officier pilote de ligne reprend donc l'affichage du commandant de bord ou inversement, c'est à l'aide de ces commandes là qu'on le fera, mais voilà, c'est juste décoratif. Tant qu'on est là, on peut régler la pression barométrique côté OPL, mais on a vu que actuellement c'est 1013 hectopascal, donc on peut laisser 1013, sinon bon, voilà, il suffit juste d'adapter, on le voit, donc voilà, 1013, 2992, on est en standard. Ici, vous voyez que vous avez un petit chrono, vous pouvez le tester, donc soit en appuyant sur le bouton chrono ici, vous appuyez une fois, il démarre, vous appuyez deux fois, il s'arrête, vous appuyez une troisième fois, il se barre. Vous avez également une commande qui se trouve ici, vous voyez, chrono, et donc si vous appuyez ici, pareil, ça le commande ici. Et non seulement vous voyez le chronomètre qui s'affiche ici, mais en plus vous l'avez ici, vous voyez, chrono, là. Qui est en cours. Voilà, donc c'est bon à savoir si vous avez des petits calculs à faire, ce que je ne vous souhaite absolument pas, puisque c'est chiant. Donc ça, c'est réglé. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à régler. On peut passer ici. L'anti-skid, on ne le fait pas encore. Pression cabine. Pression cabine, on ne le fait pas encore non plus. On peut vérifier par contre que le levier de train est bien sur bas et qu'on a nos trois indicateurs verts comme quoi notre train est bien sorti. Vous avez le même sur le overhead panel ici, vous voyez landing gear, sachant que c'est pas comme sur Boeing, ils sont pas liés. C'est-à-dire que à partir du moment où vous en avez un qui est affiché en vert, c'est pas la peine que les deux soient affichés en vert, vous pouvez considérer que c'est bon. Alors que sur Boeing, ce serait un no-go, typiquement. Petite différence. On peut tester l'ATPCS. Donc l'ATPCS, pour rappel, c'est Auto Throttle Power Control System et ça contrôle l'EEC pour Electronic Engine Control. Donc, en fait, si vous prenez cet écran-là et que vous descendez ici, vous voyez, vous avez l'Auto Throttle Power Control System Test. Donc, vous soulevez le petit cache et vous allez par exemple commencer avec le moteur numéro 2. Vous allez d'abord armer. Et là, regardez, il va vous simuler en fait une puissance d'hélice. Vous voyez?
comme si en fait on était à 60%, et là vous avez l'indicateur comme quoi la TPCS est armée. Et si vous allez sur Engine 2, pardon, il va vous simuler un arrêt total du moteur numéro 2 avec toutes les alertes qui vont bien. Donc c'est parfait. Il détectera bien des arrêts moteurs. On va faire la même chose avec le numéro 1. Donc il simule les moteurs qui sont en train d'être opérés, d'être opérants. C'est bien armé. On va simuler un arrêt total du moteur numéro 1. Et donc on a les alertes avec la checklist d'urgence à respecter, auto-feeder, upstream. On a l'alerte aussi, hein, upstream, donc voilà, alerte sonore, visuelle, tout ce qu'il faut. Donc la TPCS, il est fonctionnel. On va pouvoir compter dessus. Hashtag c'est merveilleux. Le PFD de secours, donc 1013, on le règle aussi, c'est parfait. Le Power Management System, donc pas de faute. Et là, donc autant vous voyez que la TPCS contrôle l'EEC, donc l'Electric Engine Control, autant le Power Management System, lui, il contrôle le PEC, le Electric Propeller Control. Donc il doit être sur Take-Off. Alors, le Power Management, on va le voir, hein. Donc il est censé être sur Take-Off pour les phases de démarrage, de décollage et d'atterrissage de Go-Around. Quand vous le mettez en fait, sur Take-Off, en gros vous avez le torque à 90% et à 100% de NP. Ou alors, en Take-Off, il va se mettre en 100% de torque en cas de panne moteur. Après, MCT, ça veut dire Max Continuous Thrust, pardon. Donc la puissance moteur continue maximum. Et là, il ne va pas se mettre à 90% du torque comme sur Take-Off, il va se mettre à 90,9% de torque, mais toujours à 100% de NP. Vous allez en fait caler votre sélecteur sur MCT en cas d'emergency ou de panne ou de forte turbulence pour forcer en fait les moteurs à leur maximum de possibilités. Ensuite, pour climb, voilà. Pour climb, ça passera le torque à 97,2%, mais là on va baisser à 82% de NP. Ça va notamment avoir pour effet de réduire le bruit en fait. Donc climb, c'est en gros de la phase de décollage jusqu'à 400 pieds QNH à peu près. Vous allez le laisser sur take-off du décollage jusqu'à 400 pieds QNH, et passé 400 pieds QNH, vous allez le mettre sur climb pour la poursuite de votre montée jusqu'à votre mise en palier à votre altitude de croisière. Et ensuite vous le mettrez sur cruise, où là il va baisser, il va passer de 97,2% de torque à 94,5% de torque, mais en restant à 82% de NP. Pardon. Voilà, donc pour le démarrage, c'est sur take-off. Et vous avez deux petits bitoniaux sur ce sélecteur, un pour le moteur numéro 1 et un pour le moteur numéro 2. Mais globalement, on actionne toujours les deux, il n'y a aucune raison d'actionner l'un indépendamment de l'autre. On va faire des tests d'alerte système, donc juste ici, APM, donc il n'y a pas de faute, ça c'est bien. On va laisser enfoncer le bouton de test. Et donc il fait 4 tests. Pardon, 5 tests. Ok, donc ça c'est bon avec l'alerte sonore et visuelle. On relâche, ça c'est parfait. Le icing test de l'AOA, pareil, on maintient appuyé. Icing. Ok, nickel, donc ça c'est fonctionnel. Ensuite, on règle la pression barométrique côté commandant de bord ici aussi. Donc on reste sur 1013 là pour le coup. Donc il n'y a plus rien à faire. Le Terrain Awareness System, normalement, donc là il est sur norme, donc c'est bon, on n'a pas de faute, pas de souci. Captain Switching, comme on l'a fait pour l'OPL, on va vérifier ici que les 3 modes s'affichent bien côté gauche également. Et c'est le cas, donc c'est parfait. Pareil, hein, la récupération des infos de chez l'un ou chez l'autre, c'est ici que ça se passe, mais pour l'instant c'est pas fonctionnel. Et on va faire un petit test de Ground Proximity Warning
système alerte. Ici, en haut, vous voyez, vous avez pull up ground proximity warning system. Donc vous cliquez dessus. Terrain awareness test start. Terrain awareness system test. Terrain awareness test complete. Voilà, donc parfait, le test est complet et c'est bien passé. Donc c'est nickel. Ensuite, on va descendre un petit coup et on va brancher notre radar sur Standby. Donc voilà, et maintenant on va passer en mode APU et on va pouvoir commencer notre embarquement. Donc pour passer en mode APU, on va démarrer le moteur numéro 2 dont l'hélice pour rappel est bloquée hein, avec le prop brake. Donc on positionne le sélecteur sur Start A et B. Pourquoi A et B? Pourquoi pas B? Pourquoi pas A? Parce que c'est le premier vol de la journée. Quand vous trouvez votre avion en Cold and Dark, forcément c'est le premier vol de la journée. Donc vous allez vouloir démarrer, enfin vous allez vouloir vous assurer que le moteur démarre bien et donc vous allez utiliser vos deux circuits de démarrage, le A et le B. Après, en fonction de la politique de la compagnie sur laquelle vous opérez, il y en a parfois qui utilisent du coup le circuit B pour les jours pairs, le circuit A pour les jours impairs, ou le circuit B quand on va vers l'ouest, le circuit A quand on va vers l'est, enfin bref, qu'importe, ça c'est de la cuisine interne, mais pour le premier vol de la journée, c'est les deux circuits de démarrage. Donc, sélecteur sur Start A et B, et on va allumer les Wing Lights, ici, qui en fait prévient l'équipage, les équipes au sol, que on allume le moteur numéro 2. C'est un petit code. Donc c'est parti, et maintenant on allume le moteur numéro 2 ici. Voilà, on. On constate ici de l'activité, c'est-à-dire on a notre NH qui augmente, notre pression d'huile qui augmente. Et donc quand on est à 17%, on va se mettre ici en feather. Donc on envoie du carburant dans le moteur numéro 2. Et on a notre température qui augmente, la pression d'huile qui va dans le vert, et notre régime moteur qui augmente de plus belle. Donc nos paramètres sont dans le vert. On voit bien ici qu'on a un flow de fuel qui part du moteur numéro 2. Et donc on va vérifier notre circuit de fuel. Donc on passe sur système. Alors le bleed, donc vous voyez les packs partent bien du moteur numéro 2 et alimente l'intégralité de notre appareil. Circuit électrique, rien de changé jusqu'à présent. Circuit hydraulique, rien de changé non plus. Donc on est bon et maintenant on va passer en fait sur APU. Il n'y a plus besoin d'être sur l'alimentation électrique externe puisqu'on est auto-alimenté en électricité grâce au générateur du moteur numéro 2. Et d'ailleurs ce que je vous disais avant, regardez, le moteur numéro 2 est actif et vous avez la lumière de pompe numéro 2 qui est éteinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus utilisée. Elle a été utilisée dans le cadre du démarrage du moteur uniquement. Donc, Engine Start, le sélecteur sur Off et l'External Power sur Off. On voit bien qu'on continue à être alimenté en électricité. Vous voyez, on n'a rien qui s'est éteint. Donc, c'est qu'on est bien sur APU. On continue d'être alimenté en électricité. On va vérifier avec notre circuit électrique. Voilà, regardez, vous voyez, l'électricité, notre courant en fait ne part plus de l'external power, il part du générateur du moteur numéro 2 et alimente l'intégralité de notre appareil. On va faire un double check ici sur le panneau analogique. Donc avant on était en external power, évidemment maintenant on n'a plus aucun jus nulle part, c'est normal. On va se mettre donc sur générateur 1, générateur 2. Et voilà, générateur 2, on a du courant, c'est normal, puisque notre courant part du moteur numéro 2. À partir de là, moi je commence l'embarquement. Et puis on va passer au réglage du FMC. Donc on clique en haut à gauche, FMS, on vérifie les données qui sont inscrites dans les avioniques, ok, donc page init en bas à droite. La date du jour, c'est bien celle-là. L'heure UTC, à mon avis, il y a un peu de retard, je pense, largement, mais largissimement même.
Local 17h52, ouais c'est ça. En fait, le local c'est l'heure UTC. Il est 19h52, c'est pas grave. À part ça, c'est correct. Donc, position init. On va rentrer la dernière position du GPS. Pardon, la position actuelle du GPS. Donc, on vient prendre la position du GPS ici. Donc, 43,39 degrés nord pour 7,12 degrés est. Et on vient donc le coller là, init position. C'est parfait. On peut revenir. On va rentrer nos masses. Donc, weight. Zero fuel weight. Alors, notre zero fuel weight, d'après SimBrief, qui sera confirmé par notre chef avion plus tard, 15 664. Donc, on le rentre ici, on vient le coller en zero fuel weight. Fuel on board, donc on a vu c'était 15,39. On va mettre 15,40, puisqu'on était à 770 à gauche et à droite. Il nous calcule le gross weight à 17 204. Qu'est-ce que SimBrief nous dit par curiosité? Gross weight 17 050. On n'est pas très éloigné de la réalité. Si je reviens à 39, wow, ça change pas grand chose. Voilà, c'est pas très éloigné, je suis assez content. Et réserve, donc réserve c'est FinRes plus alternate 764. Voilà. Donc, il affiche le take-off centrage de gravité et le take-off trim. Ok, parfait. Donc, on revient, on passe dans Nav Data. Tout est bon. On passe au Flight Plan Init. Donc, la route. Donc là, bien sûr, vous rentrez votre identification. Hein, voilà, par exemple. Voilà, on s'en fiche. From to, donc on va partir de Nice au Côte d'Azur. Lima Fox Mike Novembre. Direction, donc petit slash. Lima Fox Kilo Charlie Calvi. Et on vient le coller ici sur la ligne From to. Il prend 2 secondes. Ok, là vous avez la petite lumière verte qui vous invite à exécuter le plan de vol. Donc on appuie sur Execute. Vous avez votre terrain de départ, votre terrain d'arrivée. Maintenant on va prendre donc notre route. Et on va sélectionner nos seeds et nos stars. Donc seed, pour rappel, Standard Instrumental Departure. Donc départ standard aux instruments. On va partir de la 04 droite, un Sodri 7. Alors lui il dit alpha, on va prendre un 7 Bravo, puisque c'est la 7 Bravo qui est plutôt adaptée au turbopropulseur et non pas au turboréacteur. Donc depuis LFMN, donc pour choisir votre seed, vous cliquez sur la ligne correspondant à votre terrain de départ. Runway, donc vous allez sélectionner la piste, donc on part de la 04 droite. Il l'a rentré, et là il vous affiche les seeds au départ de la 04 droite. Donc là on voit que notre seed n'est pas affiché sur le premier écran. Donc on va faire Next ici, pour aller à la page suivante. Elle est toujours pas affichée, donc Next. Toujours pas, Next, Sodri 7 Bravo. On la prend, pas de transition, donc pareil, petite lumière verte. On exécute. Et là, il nous affiche donc l'intégralité de notre seed, de notre départ. Là, on voit qu'on est Flight Plan, page 1 sur 3. Donc, on va à la page suivante. Et là, on va choisir notre arrivée. Donc, notre star, ça va être une Sodri 2 Lima. Donc, pareil, hein, comme au départ, on clique sur le bouton correspondant à notre terrain d'arrivée. Et là, donc, on va faire une approche Lock 18. Ce sera donc une arrivée Sodri 2 Lima via Île-Roux qui se trouve ici. Donc, c'est notre IAF, Île-Roux. Voilà. Donc, execute. Parfait. Maintenant, on vérifie qu'il n'y a pas de discontinuité dans notre plan de vol. Donc là, vous voyez, ça a rajouté une page. Donc, page 1 sur 4, c'est bon. Page 2 sur 4, là on a une discontinuité, vous voyez. Donc on va l'enlever, clear, ici, et execute. Donc on va passer effectivement de Merlu à Sodri, à Norca, à Souka, à Île-Roux, et notre approche après avec notre Missed Approach en bleu. Donc c'est parfait, enfin presque parfait. Malheureusement en fait il ne capte pas le temps ni la distance nécessaire entre Souka et Île-Roux. Vous voyez là c'est vide.
Et effectivement, donc on part avec un certain fuel on board, vous voyez. On part avec 1492 kg de carburant. Puis ça réduit, hein, 1437, 1395, 1276 à force qu'on vole, donc c'est normal. On descend à Souka, on devrait être... Enfin, il estime notre carburant restant à 685 kg. Et là, comme il est incapable de déterminer la distance et le temps de vol entre Souka et Ilru, bah pour lui, on sera toujours à 685 kg. Bon, ce qui n'est absolument pas réaliste. Donc ça, c'est juste dommage. Faudra que ça s'améliore un jour. Je vais ici passer en mode ND pour vérifier si effectivement ça correspond bien à notre plan de vol. Donc pareil, là avec la molette je change d'affichage. Voilà, donc cet affichage là est parfait. Et on va se mettre sur le FMS. Previous, voilà. Donc point de départ. Et on fait Next pour voir chaque point, ce que ça donne. Voilà, parfait, pas de discontinuité, donc c'est absolument nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer du coup un second plan de vol. Donc si je reviens sur Data, voilà, Init, Flight Plan Init, voilà, donc Second Init. Donc là, appuyez sur Execute pour confirmer, donc Execute, on confirme, donc là en fait, vous voyez on est passé, donc on est toujours sur Secondary Init, mais en fait le premier plan de vol a été copié en second plan de vol. Donc si on appuie sur Return, on est sur notre plan de vol, et si on clique ici sur Flight Plan, ici on est sur notre plan de vol secondaire. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est rappuyer sur Flight Plan, et en fait, à la place d'un point, par exemple à la place de, voilà, allez, après Omar, à la place de Merlu, on va faire nouvelle destination et je vais rentrer mon terrain de départ. Voilà. Donc return, après Omar, LFMN, fin de plan de vol. Parfait. Je reviens sur Flight Plan. Là, on est de nouveau à notre premier. Je vérifie. Et là, c'est bon. On a tout notre plan de vol qui est correct. Pourquoi est-ce que j'ai rentré notre terrain de départ sur mon second plan de vol? Eh bien, en cas de problème au décollage, en fait, on n'aura qu'à swiper entre le premier plan de vol et le deuxième. Et du coup, il retournera tout seul comme un grand sur Nice Côte d'Azur. Et s'il n'y a pas de problème au décollage, eh bien, il suffira de remplacer la destination LFMN par notre terrain de dégagement, qui en l'occurrence sera Ajaccio, Lima, Fox, Kilo, Juliette. Voilà, donc c'est une sécurité. Donc les deux plans de vol ont été intégrés. Maintenant, on peut aller dans Perf. Donc l'altitude de transition, c'est 5000. Donc il affiche des vitesses de référence au décollage, donc V1, VR, V2 par rapport au plan de vol et aux masses. Et là on est en mode automatique. Vous pouvez évidemment, si vous souhaitez changer les vitesses vous-même, vous pouvez renseigner, par exemple si vous voulez décoller à 252, vous rentrez 250 et puis vous le collez où vous voulez. Moi je vais rester en automatique. Donc perf init, cruise altitude. Alors on va voler théoriquement à 13 000 pieds. Donc 13 000 pieds, vous le rentrez en niveau, donc en travaillant au centième, ça fait niveau 130. Ah, ça marche pas. Donc FL 130 alors. Voilà, parce que voler à 130 pieds, c'est pas énorme. Cruise mode, donc max cruise, ok. Flight plan angle 3 degrés, parfait. Et donc sur l'aéroport alternatif, vous volerez donc. On va aller à Fox Juliette, ouais c'est ça, donc Ajaccio, slash à 10 000 pieds. Voilà. Et on le rentre ici. LFKJ, FL100. Ok, parfait. On rappuie sur perf. Ok, donc
on avait nos données qu'on avait vues avant. J'ai rappuyé sur perf. On a bien notre destination principale, Calvi, notre destination alternative, Ajaccio. Le vent, alors c'est selon, c'est comme vous voulez. Soit vous les rentrez, soit vous les rentrez pas. De toute façon, les vents vont évoluer et il va vous les calculer automatiquement en cours de vol, donc c'est pas la peine. Mais si on veut, allez, on peut mettre les vents estimés, donc du 210 degrés pour 9 nœuds en moyenne, voilà. Vous pouvez le rentrer aussi pour votre aéroport alternatif. C'est pas un souci, mais comme dit, c'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, dernière page perf. Pour l'approche, donc altitude de transition, pareil. 5000, QNH 1013 à l'arrivée, bah voilà, vous le rentrerez. Vous pourrez le modifier à loisir si les températures à l'arrivée, enfin si la pression barométrique pardon, à l'arrivée est différente. Et le vent, donc à l'arrivée, le ground wind gust, par défaut, il vous a copié en fait les vents estimés en croisière. Mais si on cherche l'émetteur de LFKJ, oui, très bien, Ajaccio. Non, pardon, notre aéroport de... Pardon, Calvi, notre aéroport de base, pas alternatif, là. Calvi, on est à du 230 degrés pour 10 nœuds, et QNH 1013, ouais. Donc 230 pour 10 nœuds, donc là vous rentrez 230, 10. Et si jamais il y a des rafales, là vous rentrez les rafales derrière, par exemple des rafales à 25 nœuds, là vous le rentrez. Pouf. Mais s'il n'y a pas de rafale, pardon, donc là en l'occurrence c'est le cas, 230 pour 10 nœuds, voilà, c'est tout. Il faut rentrer 0 aussi, donc 230. 10, 0. Voilà. Donc ça c'est bon. L'approche, vous l'activerez le cas échéant. Évidemment ce ne sera pas pour cette partie de vidéo là. Voilà, donc le flight plan il est bon. On peut checker la progression. Donc progression jusqu'à notre prochain point. 1 minute, on a notre première contrainte. Donc on a une distance totale de 109 nautiques et on prévoit de cramer 834 kg de fuel. Arrivée prévue à 16h42 d'après ses heures à lui, à Calvi. Donc vous vérifiez les données ici dans la page Progress, que ce soit cohérent. Ensuite, page VNAV, ici, il faut que vous sélectionniez une première altitude. Là, on voit que c'est sur 0. Alors, on ne peut pas la rentrer ici, c'est sur magenta, donc c'est des choses que vous ne pouvez pas modifier. Par contre, vous allez rentrer donc votre altitude initiale sur votre MCP, ici. Alt Cell. Et donc, non seulement ça va s'afficher ici, donc je vais afficher là, et en plus ça va s'afficher sur votre PFD. Donc, on a dit 7000, c'est parti. Et voilà, paf, paf. Donc, on a bien sur notre PFD notre montée initiale à 7000 et sur notre VNAV, notre altitude sélection à 7000. Alors attention par contre, je ne sais pas si ça a été changé, mais ça peut vous avoir foutu la merde dans votre perf init. Donc on revient dans perf, init, ah non, cruise altitude 130, c'est bon. Perf. Non, c'est bon, ok, nickel. Donc VNAV, c'est réglé. Et vous rappuyez sur la touche VNAV pour avoir la VNAV 2. Et là, normalement, je dis bien normalement, vous êtes censé rentrer les données liées à votre destination. Par exemple, on a vu qu'il faisait 17 degrés sur Calvi, mais malheureusement, cette page n'est pas fonctionnelle. Pareil, QNH, c'est du 1013, vous ne pouvez pas le rentrer. Bon. Mais sinon, normalement, vous êtes censé rentrer ces informations ici. On voit que vous avez l'information de l'élévation du terrain à l'arrivée, 132 pieds. C'est là où on va venir ici pour checker. Donc là, vous avez en fait la pression cabine. Et vous avez la landing elevation en pied qu'il faut que vous rentriez. Donc là, il n'y a pas de faute, tout est éteint, c'est normal, c'est en automatique. Mais vous pouvez passer en manuel. Donc il suffit de cliquer sur source manuel.
Et là, vous réglez votre altitude d'élévation. Mais comme vous le voyez, ça marche pas. C'est con parce que ça marchait avant la dernière update de l'ATR. Maintenant, ça marche plus. Donc c'est bien dommage. Donc on va le laisser en automatique. Et l'altitude, en fait, l'élévation sur le terrain d'arrivée sur lequel il va se baser, en mode automatique, c'est cette élévation qui se trouve ici. Et je ne sais pas si on peut la modifier. Par exemple, si on peut rentrer 130. Mais je pense pas. Non. C'est ça. Donc c'est des données qui prend tout seul comme un grand. Et voilà. Et puis il n'y a pas moyen de changer. Le FMS, c'est fait, les amis. Donc on peut revenir par exemple sur Progress, ici. Et à droite, alors avant, il n'était pas forcément super opérationnel, ce FMS. Je sais pas si ça a changé. On va afficher la route. Plan de vol, secondary... Non, non. Return. Non, mais je veux le principal. Et il bug le deuxième, malheureusement. Ouais. C'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Faudra qu'ils améliorent clairement le deuxième FMC parce qu'il est pas top top. Ensuite, on va checker nos fréquences. Donc, par rapport à cet écran-là, sur notre MFD, on va passer en mode nav, ici, juste en dessous du FMC. Donc, on clique sur nav, et on a donc nos radiofréquences qui sont automatiques, et qu'on va pouvoir modifier le cas échéant. Donc si je regarde notre départ, je crois pas qu'on ait de radiofréquence à suivre sur la Sauderie 7 Bravo. Non, il n'y a pas de radiofréquence. Donc il n'y a rien de spécifique à rentrer là pour le coup. Si on voulait changer par exemple la fréquence VOR ici, donc voilà, on vient ici, on clique là, vous voyez, il y a un carré bleu qui clignote, et vous pouvez rentrer ce que vous voulez, mais attention, c'est pas ici, c'est ici avec ces chiffres-là. Donc, par exemple, 109, on va rentrer la même fréquence qu'à gauche, décimale 20, Enter, et voilà. Et donc là, pour passer de la fréquence active à inactive, c'est le bouton du milieu. Donc pareil pour la fréquence VOR où il est S2, pareil pour les fréquences ADF ici. Et ici, vous avez le réglage de l'affichage de votre MFD comme vous le voulez. Donc le trafic, par exemple, on va le régler sur norme. La météo à gauche, ça me va bien. Et du coup, le terrain à droite, donc pareil, ici on passe en mode nav. ND. Et on va mettre, donc pareil, trafic normal. Et ici, je veux l'affichage terrain. Voilà, parfait. PFD système. Là, donc là c'est avec l'horizon artificiel. Vous pouvez choisir d'activer le SVS ou pas. Ça c'est comme vous le voulez. On peut l'activer à droite, allez, pour plus de fun. On va le laisser en mode classique à gauche. Je trouve ça quand même vachement moins perturbant. Donc ça c'est le mode nav pour régler vos radiofréquences, vos radiocommunications. Voilà, votre radionavigation, votre radiocommunication, pardon. Ensuite, on va passer en mode surv. Donc comme nav surv. Le transpondeur, donc ici vous le réglez, donc on va être en IFR non contrôlé, donc de la même manière qu'avant. Vous cliquez dessus, il a du mal à prendre, voilà, petit carré, et vous rentrez, donc par exemple IFR non contrôlé c'est code 2000, Enter, parfait. Donc si vous devez faire un ident, c'est ici, vous pouvez le régler sur Alt Off, sur On. Pour l'instant, je le laisse sur Standby. Et le TICAS, soit en TIA Only, ce qui est le cas actuellement, puisqu'il est en automatique, soit en Standby. Si vous cliquez sur Standby, vous voyez, il se met en Standby. Donc on va le laisser en automatique. Moi, ça me va très très bien. Et donc le menu des coms, allez, on va le mettre à droite. Voilà, donc là, c'est les radiocommunications que vous pouvez régler pour demander votre clairance, ce que vous faites à ce stade-là. Une fois que vous avez votre clairance, vous modifiez potentiellement votre départ à le SVS, en fait, que si vous choisissez de l'afficher, il affiche à gauche et à droite, et pas que à gauche ou pas que à droite. Oh, ça c'est dommage. Mais j'aime pas trop ça, donc je vais mettre sur off. Voilà, je préfère. Donc, je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous réglez potentiellement votre nouvelle
altitude cible pour votre montée initiale en fonction de la clairance qui vous a été donnée. Vous réglez votre code transpondeur. Vous faites ce qu'il faut. Vous modifiez potentiellement aussi votre LNAV. Hein. Et une fois que c'est fait, vous allez armer votre MCP. Donc, je vais juste afficher le MFD en parallèle. Donc, on va d'abord cliquer sur Heading, ici. Et donc, on voit Heading Selection. Donc là, il va suivre le heading, donc le marqueur bleu. Et ensuite, vous allez cliquer sur Nav. Et là, vous voyez, il affiche LNAV en bleu. Donc ce qui est vert, c'est ce qui est actif. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui est armé. Qu'est-ce que ça veut dire? Heading et LNAV armé, ça veut dire qu'il va suivre le heading jusqu'à intercepter en fait la LNAV. Et une fois qu'il aura intercepté la LNAV, il va passer tout seul comme un grand en mode LNAV. Maintenant la vitesse. Donc on a vu que la vitesse, la V2 c'était 110. Donc on peut la régler. On va essayer de la régler. Donc la vitesse là, voilà, donc speed target. Ici on était à 135. On va... Ah, et on peut pas aller en dessous de 135 en manuel. Ok, donc bon, on peut pas aller en dessous. Très bien, c'est pas grave. Il faut aller trop vite que pas assez vite, tu me diras. Donc on va d'abord cliquer sur IAS. Et là, vous voyez donc le mode IAS est actif. Et on va cliquer sur VNAV. Et là, VNAV IAS, donc en fait sur le même principe qu'avant, l'IAS est actif et la VNAV est armée. Enfin, la vitesse VNAV est armée. Ce qui veut dire que il va suivre l'IAS, donc la 135 nœuds, qui correspond au marqueur bleu, jusqu'à capter la LNAV, puisque la VNAV ne peut pas marcher sans la LNAV. Et une fois qu'il y sera, et ben du coup, il suivra les recommandations de vitesse enregistrées sur votre FMC. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Et c'est très bien, donc c'est comme ça. Donc Heading Nav et IAS VNAV. Maintenant, on va suivre la checklist ici, qui est affichée, vous voyez. Pending, donc en attente. Final Cockpit Preparation, 1 of 2. Donc, je vais l'afficher ici. Vous validez les éléments avec la coche ici et vous naviguez en haut, en bas avec les flèches ici. Donc Final Cockpit Prep 1, on valide. Ici c'est la version des procédures. Ok, donc c'est à jour, donc vous validez. Procédure complète. Ok, vous validez. Maintenant, on va faire la checklist. Donc Parking Brake, ils sont mis, hein, c'est cette manette là à gauche. On voit qu'elle est en position parking. Sinon elle serait en position break off. Donc c'est check. Les altimètres, ils sont check et ils sont réglés. 1013 à gauche, 1013 sur le PFD de secours, 1013 à droite. Check. Landing elevation, c'est check. On l'a vu avant dans la VNAV. Et on a vu malheureusement que là, c'est pour faire joli. Check. FMS comme nav. On l'a vu avant hein, sur les modes com, nav, surv. C'est check. Fuel quantity, fuel on board, donc on check. Fuel quantity, on est toujours à 770 à gauche, 770 à droite. C'est check. Engine fuel used, reset. Donc engine fuel used, là on voit fuel used 480 en kilos. Donc en fait on va cliquer ici. Ah, il n'était pas censé afficher cette page là, normalement c'est fait automatiquement, c'est curieux, je sais pas pourquoi. Alors je vais cliquer sur système. Non. Miscellaneous. Non. VID. Non, ça c'est la caméra. Voilà. Perf. Excusez-moi. Donc perf. Ici vous avez le bouton Reset Fuel Used. Donc vous cliquez et ici vous voyez Fuel Used, c'est passé à 0. Donc Engine Fuel Used Reset, c'est check. Ensuite, Memo Panel. Donc le Memo Panel, c'est ce qu'il y a ici. Vous voyez, donc les seuls rappels qu'on a, c'est No Device, Seatbelt, c'est sur On, et effectivement c'est correct, donc check. Power Management sur Takeoff, c'est check. Procédure complète, on valide. Maintenant, on continue. Je vais
je vais réafficher ça. Alors, le CDLS. C'est quoi le CDLS? Eh ben, le CDLS, c'est le... je fais le malin alors que je sais même plus ce que ça veut dire. Attendez, laisse-moi réfléchir 2 secondes. CDLS, Cockpit Door Locking System. C'est ça, Cockpit Door Locking System. Et en fait, c'est le petit boutonnieux qui se trouve derrière le siège de l'officier pilote de ligne. Ici, vous voyez, CDLS. C'est bien sûr on. Bon, il est décoratif, donc il est sur on, c'est bon. Ici, vous voyez que vous avez ici open, puisque la porte est ouverte. Donc, à ce stade, vous pouvez fermer la porte. Hein. Voilà, le CDLS est sur on. Et donc là, vous avez plus d'indication comme quoi la porte cabine est ouverte. Elle est même sur close. Vous pouvez la mettre sur deny, comme ça personne ne peut rentrer. Si le CDLS était sur off, vous auriez un fault ici. Ça veut dire que la porte en fait serait pas lockée. Mais donc c'est bien sur on, donc on valide. FMS Takeoff Data Confirmed. Donc ça c'est pareil, c'est la page perf que vous avez ici. Vous voyez que vous avez des données en ambre. Donc Takeoff CG, Takeoff Trim, V1, VR, V2. Tout ça c'est en ambre. Et donc une fois que l'embarquement est terminé, que le chargement est terminé aussi du cargo, eh bien le chef avion revient en cabine et vous donne les masses définitives à rentrer dans votre ordinateur. Et là, à ce moment-là, eh bien vous pouvez tout simplement... pourquoi il est sur surv... M'en fous. Je m'en fous. Voilà, je reviens sur perf. Et là donc vous appuyez sur confirm takeoff data. Ce qui vous demande, hein. FMS takeoff data confirmed. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir que toutes les données que vous avez en ambre vont passer en vert. Voilà, donc c'est bien les données que vous allez respecter en configuration de départ. Donc ça c'est check. Paf. Trim, 3 axes. Donc elles sont ici. Hein. Ici vous avez donc la profondeur, le roulis, le lacet. Enfin tangage, roulis, lacet. Donc les trims c'est ici. On fait un petit check ici, donc aileron à gauche. Et vous voyez là que le losange s'incline. Donc on revient. C'est pour vérifier que la commande est bien fonctionnelle et que ça influe bien sur vos trims. Donc on le remet à 0. Voilà, c'était comme ça. Pareil pour le lacet, à gauche, à droite. On vérifie que ça fonctionne. Et on le laisse bien centré. Voilà. Et maintenant le pitch, donc ici en bas. Normalement, on doit le mettre sur 1.1. Si on revient ici dans perf init. Non, pardon, c'était dans wait. Voilà, wait. On voit un takeoff trim 1.1. Alors que là, on est sur 0.1 en up, effectivement. Et comme vous avez validé avant vos données, là, vous voyez, trim 1.1, en fait, il a ajouté le petit marqueur magenta. Normalement, l'élévation de la trim 1.1 correspond à exactement, en fait, au milieu pile de ce marqueur. C'est ce qu'on va vérifier. Donc on augmente, on va vers 1.1. Hop. Voilà, 1.1. C'est pile au milieu du marqueur, c'est parfait. Donc nos trims sont réglés. Tail prop, on board. Alors effectivement, elle n'est pas on board. Qu'est-ce que c'est le tail prop? C'est ce que vous avez là à l'arrière de l'appareil. Vous voyez ici, là. Cet appendice aéronautique est en fait une sécurité que vous mettez en phase d'embarquement et de chargement et déchargement de l'appareil, puisque en fait, comme vous le voyez, l'appareil il est assez long derrière et en cas de déséquilibre des masses, l'appareil risque de percuter le sol en fait, de basculer, de pencher vers l'arrière. Donc en fait, c'est une espèce de bâton en métal qui empêche l'avion de percuter le sol en cas de déséquilibre des masses en phase d'embarquement et de débarquement. Donc une fois que c'est fait, et bien effectivement vous la rentrez. Donc tiens, le ground power il n'y a plus besoin. Donc tail prop, c'est à l'intérieur.
On peut fermer les portes à ce stade. Voilà, l'embarquement et le chargement des cargos, c'est fini. Donc, hop, je reviens à ma checklist. Tail prop, c'est à bord. Les portes, normalement, sont closes. Donc, on le voit ici. Ici, c'est vert. Si c'était ouvert, ce serait en orange. Donc là, ici, nos portes sont closes. On peut le vérifier ici sur notre overhead panel. Vous voyez, il n'y a pas de lumière. Donc on est bon. Effectivement, toutes nos portes sont closes. Donc ça, c'est check. Seatbelts, c'est on. Beacon. Donc on va les allumer puisque effectivement on va démarrer le repoussage et on va donc allumer les moteurs pour prévenir donc le personnel au sol que l'avion devient dangereux. Donc ici en haut, fonctionnel, et ici en bas, fonctionnel. Attention, ça éclate en rouge, on va allumer les moteurs, on devient dangereux. On peut enlever les cales. On a notre parking brake qui est allumé de toute façon. Donc c'est bon. Donc ça on check. La procédure est complète. Et donc là, pending, il n'y a plus rien. Donc on va pouvoir procéder au repoussage. Mais très important, avant le repoussage, on va venir ici et désactiver le nose wing steering. Ici, off. Donc là c'est sur off. Et ben on va demander le repoussage. Tiens, salut. J'adore. J'adore. C'est un gruyère cet avion. On rentre comme dans un moulin. Ok, c'est accroché, donc on peut désactiver le frein de parc. Allez, on va s'arrêter là. Donc, les freins de parc sont remis. Maintenant que le repoussage est terminé, on va débloquer l'hélice du moteur numéro 2. Donc, il suffit juste de venir ici et de régler le prop brake sur off, en fait de le désactiver. Voilà. Et là tout de suite, on a notre hélice qui tourne. Donc on surveille ici, on est à 12% de NP. On peut passer en automatique. Alors faudrait juste changer. Voilà, c'était là que je voulais aller. Nickel. On remarque que là maintenant que notre moteur numéro 2 est en fonction, enfin que notre hélice numéro 2 est en fonction, avec le fuel flow sur auto, nos alertes à droite par exemple, pour le générateur électrique numéro 2 ici, est
désactivée. Donc on n'a plus d'alerte à droite. Pareil pour l'engine bleed et les packs à droite. On n'a plus d'alerte. Donc nickel. On va pouvoir allumer maintenant les probe heat. Ce que je vous disais, on les allume pas avant d'allumer le moteur numéro 1. Donc on. Pareil, les windshield heating sur on. On va sortir un premier écran de volée, donc on va les mettre sur 15 pour les mettre en configuration de take-off. On check ici, donc on voit bien les volets qui sortent. Sélection 15 degrés. C'est en vert, donc ils ont fini de se déployer, ils sont bien sur 15 degrés a priori. On va mettre la sélection de l'IAS sur auto, ici, vous voyez, auto, manual selection. Et là, donc le petit marqueur est passé de bleu à magenta. Et vous voyez, l'ABC, il est allé à 115. 115 qui correspond à notre V2 plus 5, exactement. Donc c'est juste. Je n'en attendais pas moins. Maintenant, on va démarrer le moteur numéro 1. Donc, le sélecteur de démarreur sur Start A et B. Start 1. Ici, on vient positionner notre manette d'apport carburant sur Feeder. Et on voit bien que notre torque augmente. Voilà, et à 66% de NH, on ne devrait plus avoir d'alerte. Pardon, il faut que je le mette en auto pour ça. Voilà, auto. Normalement, ça devrait le faire. Ah oui, pardon, c'est à 66% de NP. Excusez-moi, je me suis trompé. À 66% de NP, on n'aura plus d'alerte. 64, 65, 66. Tada! Ok, ça c'est bon. Donc, les deux flèches du haut, là, c'est l'indicateur comme quoi notre batterie se décharge. C'est normal, il faut repasser en... Enfin, il faut mettre sur off le démarreur moteur. Et là, on n'a plus aucune alerte. Tout est bon. Tous nos paramètres sont dans le vert. On vérifie ici à gauche qu'on est alimenté en électricité par nos générateurs moteurs. Donc, générateur numéro 2, on avait déjà du jus. Générateur numéro 1, pareil aussi. Donc, c'est parfait. On vérifie aussi sur les pages système. Donc, hop. Donc là, c'est notre page carburant. Donc, on voit le fuel flow. Il part des deux moteurs cette fois. Tous nos paramètres sont dans le vert. Pression d'huile, température, etc. On rappuie sur système. Les packs, ils partent bien du moteur gauche et du moteur droit. Moteur numéro 1, moteur numéro 2. Notre alimentation électrique part bien cette fois donc des deux moteurs. On est d'accord. Et notre pression hydraulique, tout est dans le vert. On est bon. Donc, on va pouvoir faire notre before taxi checklist, je pense. Donc, tac. Alors, là, on fait un recall. Donc, le bouton recall pour voir si tout se passe bien, il est ici, RCL. Donc, on clique. Voilà, il se passe rien. Tout va bien. Recall effectué. Cockpit comme hatch. Ha! Vérifiez qu'elle est bien close. C'est vrai que je vous en ai pas parlé de celle-là. En fait, il s'agit de cette petite trappe, vous voyez, document door, que vous pouvez ouvrir d'ailleurs, qui est fonctionnelle. Vous voyez, pourquoi est-ce que en fait elle existe, cette petite trappe? Parce que la seule entrée finalement que vous avez sur cet avion, c'est l'entrée à l'arrière de la carlingue. Et après, pour passer des documents, pour aller vite, devoir se taper toute la cabine pour venir et puis pour partir, c'est chiant. Donc, cette petite trappe, en fait, c'est la cockpit door hatch qui est bien close. J'y pense aussi, je suis désolé, je vous en ai pas parlé avant, quand je vous parlais des systèmes de dégivrage. Vous avez un petit indicateur qui se trouve ici, en fait, qui est vachement bien représenté et qui normalement est éclairé avec les feux de navigation. Mais qui n'est pas éclairé avec les feux de navigation dans cette version de l'avion. C'est bien dommage. C'est ce qu'on appelle le Ice Evidence Probe,
ou probe evidence, je sais plus. Enfin, en français, la sonde de preuve de givrage, si vous voulez. Et en fait, c'est en regardant sur cette sonde-là, si jamais vous avez du givre, et pourquoi est-ce qu'il y a une petite lumière ici, c'est pour pouvoir constater s'il y a du givre ou pas la nuit. Si vous constatez du givre ici, eh bien c'est que les conditions extérieures sont givrantes, et donc c'est ça qui va vous inviter à actionner vos systèmes de réchauffe et de dégivrage, tout simplement. Voilà, je n'ai pas pensé à vous le dire avant. Mais voilà, c'est par ce biais-là que vous allez décider d'activer ou non vos systèmes. Donc la com hatch door est close. Donc hop, ça c'est bon. Yep, 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 yo. Il est capricieux, voilà. Condition lever 1 et 2 sur auto. C'est le cas. Alors, juste petit aparté sur les condition lever. Pourquoi est-ce qu'on les met sur auto? Ça sert à quoi? En fait, le réglage automatique, ça va servir à régler automatiquement la rotation des hélices, si vous voulez, en fonction du power management. Donc là, en fait, il est sur take-off, et c'est ce que je vous disais avant. Sur take-off, vous voyez, bah, c'est marqué ici, on va être à 90% de torque. Sur MCT, Climb Cruise, on va être à d'autres choses. Et donc, c'est en mettant vos condition levers sur auto que l'action que vous allez effectuer sur votre power management va influer sur la rotation des hélices. Il y a aussi une fonction 100%, vous voyez 100%. Alors ça c'est assez spécifique, vous pourrez mettre vos condition levers sur 100%, ce qui aura pour effet en fait de... Ah, putain j'ai les termes en anglais. To provide, à amener en fait vos hélices à avoir un pas le plus fin possible, et donc ça va augmenter la traînée de votre avion. Donc en fait c'est idéal si vous voulez descendre rapidement. Par exemple si vous êtes en retard, comme moi la dernière fois, sur votre plan de descente, vous sortez vos volets, vous sortez votre train, vous mettez vos condition levers sur 100%, et ben là vous allez avoir une traînée de malade et l'avion va descendre hyper vite tout seul. Donc c'est hyper pratique ça, les condition levers sur 100% si jamais vous devez descendre rapidement. Voilà, c'est tout. Je continue, c'était la petite aparté technique. Condition 1, 2. Ok. Anti-icing, donc bah voilà, hein, ce que je disais, as required, donc là pour l'instant on n'en a pas besoin. Le TRU, on and check. TRU c'est ici, ce bouton là. Donc on. C'est quoi le TRU? C'est en fait une fonctionnalité de transfert de courant électrique. C'est une sécurité en fait que ATR vous recommande d'activer pour éviter la perte d'informations, notamment l'extinction intempestive par exemple des écrans. Voilà, donc c'est juste une sécurité, on le voit ici, vous voyez. Le TRU qui est actionné maintenant. Si on affiche plutôt le circuit électrique. Voilà, TRU, vous voyez, qui est en marche, qui est fonctionnel. On a bien du courant qui passe par cet élément, ce device. Donc ça, c'est bon. Maintenant, l'anti-skid test, ce qu'on n'a pas fait avant, ce que je vous disais, on ferait après. Donc là, on vient se positionner ici sur l'anti-skid et on va presser sur test. Voilà, wheels anti-skid, parfait. Donc on attend, il va s'enlever tout seul normalement, parfait. Flaps, 15 degrés, c'est check. Et le nose wing steering sur on. Parfait, puisque on va diriger l'avion maintenant. Procédure complète. Donc on va pouvoir procéder à notre taxi. Donc on va allumer nos feux de taxi. Logique, me direz-vous. Donc taxi take-off. Et puis bah, c'est parti, donc direction la piste 04 droite. On dessert les freins de parc. Et on va se diriger sur Bravo, enfin le seuil, le holding point, le point d'attente. Ah, Bravo, qui sera suffisant. Pourquoi est-ce que j'avance pas ? Ah, mon frein de parc n'était pas entièrement relâché, comme quoi.
Ok. Cet aéroport est modélisé d'une manière, il est magnifique. Et c'est pas une scène en plus, hein. C'est la scène de base en fait, mais ça fait partie des aéroports faits main, comme il disait, sur lesquels ils ont vraiment bossé, mais merveilleusement. C'est un pur kiff d'évoluer sur ce terrain, mais vraiment quoi. C'est super kiffant. Alors on approche de la 04 gauche, il y a un copain qui atterrit. Vous voyez, regardez. Feu de navigation, enfin je sais pas si vous le voyez bien. Rouge de mon côté, bah oui, l'avion vient de la droite. Bon, loin de moi l'idée de lui couper la route à ce stade-là. A priori on a le champ libre, donc on disait qu'on nous a autorisé à traverser la 04 gauche. Mais en vue de traverser une piste, j'allume mes feux d'atterrissage et mes strobes. Voilà, procédure classique. En cas d'évolution sur une piste, même si vous ne décollez pas de cette piste-là, feu d'atterrissage et strobe. C'est la réglementation, quoi. Et ce départ, voilà, c'est magnifique. Donc là j'ai quitté la piste, donc théoriquement j'éteins de nouveau les feux d'atterrissage et les strobes. Bon, après on n'est pas loin, j'aurais pu les laisser. Donc Air Corsica, je dis n'importe quoi, 251. Alignez-vous sur la piste et attendez. Donc, enfin, piste 04 droite depuis Bravo, alignez-vous et attendez. Donc, on s'aligne et on attend. Bien sûr, de nouveau, toutes nos external lights sur on. Peu décentré. Allez, on va s'arrêter là. Donc, je mets les freins de parc. Et maintenant, théoriquement, on devrait faire la Before Takeoff checklist. Ah non, il me met une Taxi checklist. Mais du coup, qu'on a déjà fait. Donc, tout ça, en fait... ouais, théoriquement, on devrait être en Before Takeoff checklist. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire ce qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire, c'est les gust lock sur off. On va checker les flight control. Donc, palonnier, gauche, droite. Ici, avant. Donc, cabré, piqué, droite, gauche. Il n'y a pas d'affichage numérique sur ATR quand vous faites les flight control. Pourquoi? Parce qu'en fait les directions
enfin, les gouvernes ne sont pas reliées électroniquement, mais en fait ce sont des câbles. Donc vraiment la position de votre yoke reflète en fait la position de vos gouvernes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'écran. La seule chose, c'est les spoilers, c'est-à-dire les petits ailerons sur le dessus de l'appareil. Si là je braque complètement à gauche, du coup là, vous voyez, spoiler à gauche. Et si je braque complètement à droite, là ça va s'allumer à droite. Donc là vous pouvez checker quand même les spoilers. Alors ce qui est très marrant, c'est que c'est représenté ici électroniquement, mais dehors, et ben c'est pas représenté. Ah si, ça y est. Oh super, et ben ça marchait pas avant. Bah ça doit être depuis l'update. Nickel. Voilà. C'est parfait. Je suis ravi. On va afficher plutôt notre... Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais alors, mais pas du tout. Voilà, merci. Oh, zut. Ah, FS réalistique, il m'emmerde. Dégage. Putain, il m'a complètement désaxé ce gougnafier là. Bon, je relâche les freins de parc. Je vais me réaligner. Désolé. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez. On se replace. Nistur, c'est qui le gogol qui fait le mariole sur la 04 droite? C'est Moiti. Bon. On disait qu'on en était là, hein? Cool, j'ai gagné 10 mètres. Alors, donc je disais, ce que je voulais faire avant de taper n'importe où, c'était de repasser en mode ND. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Et en mode nav. Voilà. Parfait. Donc ça enferme. Alors, vous voyez que ici notre heading il n'est pas du tout aligné et notre suivi de vol, notre flight director en fait, n'est pas du tout aligné. Donc on va cliquer ici, vous voyez sur le heading, push sync. Donc en pressant, ça va aligner le heading sur notre alignement actuel et ça va centrer le flight director. Il a failli me faire mentir, dis donc. Voilà, donc là c'est parfait. Heading 044, montée initiale 7000, donc IAS VNAV IAS. Heading cell LNAV 115 en IAS. Le premier point de notre FMS il est bon. Donc c'est parfait. C'est curieux qu'il m'affiche pas de before takeoff checklist. Mais bon, c'est pas grave. Donc, une dernière chose à faire. Je vais donc enclencher les freins. Hop. Désactiver, enfin desserrer le frein de parc. Et tester, donc presser sur Takeoff Config Test. Et normalement, si effectivement tous mes paramètres sont bons pour le décollage, je ne devrais pas avoir d'alerte sonore. Et là, devrait s'afficher Takeoff OK ou un truc comme ça. Et voilà, Takeoff Conf Test, OK. Ah voilà, et là ça affiche du coup la checklist before takeoff. Donc takeoff briefing, il est fait. Gust lock, il est off, effectivement. Flight controls, c'est check. Transpondeur TCAS, alors on le check. Donc ici, on se met en surv. Ouais, donc là on va le mettre sur on. Transpondeur. Et TCAS automatique, parfait. Et on voit, hein, il fonctionne le TCAS, vous voyez, on a les avions qui sont bien représentés sur notre radar. Donc ça c'est bon, voilà, donc check. Boost functions, il n'y a pas besoin. Airflow, il est sur norme. Cabin crew,
advised, engine bleed. Bleed, pardon, bah oui, c'est le cas, on y est. External lights, c'est on. Lateral flight director bar, elle est centrée, effectivement. Et rudder cam, on va le centrer. C'est juste un petit coup là de rudder à donner ici. Hop, voilà, c'est juste pour le centrer. Voilà, c'est une mesure de sécurité, on va dire. Procédure complète, plus de procédure active. Juste un petit point quand même, c'est vrai que je suis passé dessus. Merci beaucoup. On n'a rien vu. Donc là, on est effectivement sur une ventilation norme. Vous voyez, il n'y a pas de boost, on est bien sur engine bleed. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, flow par exemple, on pourrait faire un flow high. Mais voilà, enfin ça c'est vous qui voyez en fonction des conditions météo quoi. Alors j'aimerais bien revenir en arrière, voilà, parce que zut, il y avait vraiment pas de raison pour que. Oui, je sais. Il y a vraiment pas de raison pour qu'on avance. Parfois il y a des petits bugs comme ça, c'est un petit peu bizarre. Pip, 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 pip. Ok. On repasse en vitesse avant, enfin fonctionnement normal des hélices. Voilà. Merci. Et voilà, les amis. Donc ceci conclut cette première partie. Comment donc allumer et démarrer un ATR 72. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, je rappelle, hein, ce n'est pas la manière stricto sensus d'opérer un ATR et de le démarrer. Mais voilà, c'est ma manière. Et puis je la trouve assez complète et très intéressante. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis à très bientôt pour la partie 2, mais bon, qui ne sera pas pour tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous proposer la même chose, mais pour le Boeing 737, parce qu'on me l'a réclamé aussi. Voilà. Eh bien, très bon vol les amis, et à très bientôt. Salut!